tous les légionnaires sont physiques, tous les mecs ont un très très bon niveau physique. Pour monter en grade et pour s'imposer, pour sortir du lot, il faut être physique. Il faut de tous les profils parce que les missions vont être différentes. Il va falloir des mecs qui défoncent des portes, d'autres qui rentrent dans des bus, il va falloir des gabarits plus petits, il va falloir des mecs qui escaladent, donc un gabarit plus aérien et beaucoup plus résistant musculairement. Et le terme classique de l'armée, c'est le chat maigre. Alors réglementairement, le militaire a sport tous les matins, la course à pied et le renforcement musculaire. Et je m'entraînais 2-3 fois par jour. Tout ça cumulé plus les activités militaires, et en fait très rapidement je suis rentré dans une forme de surentraînement. Aujourd'hui, je reçois le mec le plus difficile à tuer que je connaisse, le Major Gérald, et il va nous révéler tous ses secrets d'entraînement. Avant de démarrer, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous commentez, vous donnez de la force, parce que en 3 parties, on va tout vous dire. 1. Comment aujourd'hui on arrive à avoir ce niveau dans la Légion physique surréaliste, évidemment le Major en est l'incarnation quasi parfaite. 2, on vous explique comment il récupère, comment il gère au quotidien cette charge aléatoire. Ça nous intéresse au plus haut point, nous qui dans le sport de compétition ou dans la vie de tous les jours avons des contraintes complètement différentes. Et puis 3, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, parce que là on va vous livrer les techniques pour durer, parce que les plus belles performances sont celles qui durent. C'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous, ça y est, enfin, il est là, je suis hyper content de recevoir Gérald. Ça fait un moment qu'on essaye de travailler sur cet épisode et c'est cool que tu aies fait le déplacement exprès pour nos auditeurs. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, il faut remercier le commandement de la Légion étrangère, puisque c'est eux qui ont autorisé à ce que je puisse venir. C'est ça, c'est jamais simple, parce que c'est un professionnel qui est encore en exercice, donc il est militaire, c'est pas du tout un déguisement ou un faux militaire, il est en poste, et c'est vrai que c'est appréciable d'avoir la Légion qui joue le jeu de la communication et de la vulgarisation et de l'accessibilité. Et c'est vraiment cool qu'ils nous suivent sur de la publication de contenu, parce qu'on a beaucoup à apprendre de ce que vous utilisez comme technique d'entraînement, comme technique de récupération, comme gestion du physique, mais aussi des émotions. On va parler de tout ça pendant l'épisode. Et c'est top parce que j'ai rarement rencontré, j'en ai vu des athlètes de haut niveau, j'ai rarement rencontré des gens aussi complets que toi. Tu es capable de parler de tout, de gymnastique, d'endurance, de combat, évidemment, c'est quand même ta première passion et ton ADN. Mais voilà, on parlait tout à l'heure hors antenne de parcours, évidemment du parcours sportif, mais plus largement de qualité athlétique dans leur ensemble. Et donc évidemment, moi, en tant que préparateur physique, je me régale à entendre une aussi grande capacité à faire de tout. Et donc forcément, ça implique plein de choses dans l'entraînement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On est parti. Allez, c'est parti. Alors, justement, on commentait ça avec Gay, le technicien qui est avec nous aujourd'hui. Tes parcours, là, on dirait Splinter Cell, quoi. C'est un jeu vidéo. T'es en train de, on va les incruster là pour que les gens voient. Alors, ceux qui nous écoutent, il faudra venir voir sur YouTube. Mais on va voir un petit peu les parcours. T'es capable de faire un saut périlleux depuis 3 mètres de haut, depuis un générateur 3 mètres de haut, d'enchaîner avec une roulade, de repartir en courant, de franchir des murs de 5 mètres, de te dropper. Ton père a fait un exploit. Il s'est lâché d'une tour de 11 mètres, atterrissage maîtrisé plusieurs fois. Comment on arrive à des niveaux de PPG, de préparation physique généralisée, aussi complet? Je pense qu'il y a un environnement familial déjà, parce que on prend l'exemple un peu de là où on est encadré, entouré, et mon père a toujours été un athlète de parcours de ce type-là, et très rapidement, moi, quand j'étais petit, il m'a emmené sur le parcours d'obstacles à la caserne, et j'ai voulu rapidement dessus. Et comme il avait cet exploit au compteur de sauter d'en haut des remparts à l'époque, donc moi j'ai toujours voulu faire pareil, donc je sautais d'en haut des fenêtres, des balcons, voilà, donc ça m'a un peu emmené sur ce chemin largement. Voilà, mais ce temps que tu mets à développer ces qualités-là, parce qu'on voit bien comment on devient expert à un truc, même en dehors du sport, hein, tu veux commencer à jouer de la guitare, t'en fais tous les jours, et puis au bout d'un moment tu sais jouer de la guitare. Bon. Mais tu peux pas apprendre à jouer de la guitare, et apprendre 6 langues, et être international de football, et être fort en maths, et être fort en échecs. Toi, on a l'impression que tu sais tout faire en sport, c'est incroyable. Tout faire, peut-être pas. En fait, je me suis intéressé à beaucoup de choses, et après, il y a un profil de qualité athlétique intrinsèque qui permettent en fait de faire plusieurs activités. Parce que quelque part, tout se regroupe, hein. On va travailler les filières énergétiques, on va travailler les qualités physiques, et après, par rapport au parcours,
tout ce qui est type qui demande un petit peu d'audace, de cran. J'aime bien ce terme de cran, ça me plaît. C'est un truc qui disparaît en sport de haut niveau, et c'est dommage parce que incarner cette notion d'audace et de détermination dans un seul mot, je trouve ça vraiment important. Ben, nous, on l'annonce et moi, chaque fois que je fais un cours de parcours d'obstacles, parcours du combattant, je donne ces termes-là. Parce que, voilà, classiquement, voilà, au parcours du combattant français, le parcours d'obstacles français, il y a 500 mètres, 20 obstacles, il y a 3 obstacles hauts, 2 échelles à 5 mètres de haut et un mur d'escalade, appelé vulgairement la girafe, qui fait 4 mètres de haut. Et si l'athlète prend l'option de sauter d'en haut des obstacles, donc il gagne un temps considérable par rapport à celui qui va descendre. Et ça, il n'y a aucune obligation parce que ça implique quand même une prise de risque qui est la notion de cran, de se jeter dans haut d'un obstacle. Voilà. Et ça, c'est au-delà de la qualité physique. Au-delà de la qualité physique. C'est une qualité psychologique qui est faculté d'audace. Et la décision qui va être prise est vraiment intrinsèque. Voilà. Parce que les qualités physiques, on peut les lister là, hein, les paramètres mécaniques qui te permettent de sauter de 5 mètres, je la remets la vidéo. Bon, on comprend bien ce qui se passe, hein, il y a une charge excentrique très importante, donc c'est des gens qui sont de toute façon très très forts sur les membres inférieurs, qui ont ces capacités de gainage dynamique instantané, hein, faut vraiment être capable de convoquer ces niveaux de force de manière immédiate. Il faut que le physique et le psychologique soient mais il faut synchroniser ça. Totale. Et ouais, parce que là, la fenêtre de tir, c'est... Ben, la moindre hésitation, c'est la casse. Voilà. Si on n'est pas sûr de soi avant de sauter, ben, il vaut mieux pas le faire parce que la réception, c'est automatique. À une hauteur comme ça, au-delà des 1,50 m, 2 m, c'est la casse. Il y a une blessure qui suit. Et donc, cette transférabilité de ces qualités athlétiques et mentales, toi, tu l'as mesuré, par exemple, dans les sports de combat, puisque tu as été quand même international en pied-point, champion d'Europe. Ouais, en full contact. En K1, je fais 4e au championnat du monde. Donc, du très haut niveau. On est quand même... ceux qui ne connaissent pas le pied-point, vous irez voir un petit peu le niveau d'opposition qu'il y a dans le K1. C'est évidemment la Ligue des Champions. Donc là, on est clairement sur quelque chose de significatif. Et toi, tu remarques que vraiment cet aspect PPG là, t'a aidé à embrasser très vite les sports de combat. Tu t'es senti avantagé physiquement et mentalement par rapport à un autre débutant? J'ai commencé par les sports de combat. J'ai commencé le judo à 6 ans. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à 6 ans, tu étais déjà en train de suivre ton père dans ses dingueries. Donc, déjà. Tu vois, tu as déjà un âge d'entraînement et de culture du corps et de l'esprit qui est avancé par rapport à un autre enfant de 6 ans. C'est possible. J'avais quand même un petit côté casse-cou, un petit côté coureur partout. Et après, rapidement, on s'est aperçu que j'avais des qualités de vitesse, je courais vite. Ouais. Tu as des repères un peu sur des distances un peu olympiques standards de vitesse Quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme. J'étais aux écoles militaires à Autun. Donc, justement, par rapport aux qualités de vitesse, on m'a mis à l'athlétisme. Et à l'époque, je courais le 60 mètres en benjamin. Voilà, je courais en 8 secondes 2. Ok, en benjamin, c'est vite. Ouais. Alors, c'était pas les meilleurs chronos. Hein, parce non, mais c'est vite, t'es dans une moyenne haute. Quoi. Il y avait des gamins qui étaient en moins de 8. Ouais. Et après, nous n'avait pas, j'étais pas en club d'athlétisme. Ouais, voilà, tu restes un généraliste, oui, c'est ça. Et on nous envoyait à la compétition. Donc, quand on tombait avec des gosses qui faisaient que ça, parce qu'en fait, les écoles militaires avaient une politique très axée sur le sport, et surtout, voulaient que l'école soit représentée partout. Donc, si moi, j'évoluais un peu dans toutes les disciplines par saison. J'étais au foot, j'étais au cross le reste de l'année, j'étais au judo. Et un jour, on m'a même mis dans une compétition de gymnastique. On fait un match de foot, je marque un but, donc je fais un saut périlleux avant. Et il y avait un adjudant de service des sports, il me voit, il m'appelle, il me dit: tu fais de la gym toi? Je dis non, je fais pas comme ça. Et puis tout content, je dis: puis je marche sur les mains aussi, je descends les escaliers. Et il m'a dit: viens me voir après. En fait, il m'a inscrit à une compétition régionale de gymnastique qui avait. Je vous mets la vidéo où il descend c'est pas des conneries, il descend les escaliers sur les mains. J'y arrive moins maintenant avec la névralgie, mais c'est quelque chose que je faisais assez facilement avant. Et j'avais été à cette compétition de gymnastique, j'avais fait 3e. On m'a mis au club à Autun. J'avais fait 5 ou 6 séances le mercredi. Quel âge t'avais là? 14 ans, je pense que c'était en minime, 14. Alors tu vois, un truc que je trouve hyper intéressant dans ce témoignage-là, ça va faire plaisir à mon pote Adrien Sodo. Si vous n'avez jamais écouté l'épisode de podcast que je fais avec Adrien, qui est donc un des responsables de l'IRMES à l'INSEP, passionné de data et passionné de détection précoce, ça va lui plaire d'entendre ça, parce qu'en fait, ce que nous décrit Gérald là, c'est clairement une spécialisation tardive.
C'est-à-dire que le mec a touché à tout, a goûté à tout très tôt et finalement le plus longtemps possible avant de se spécialiser vraiment sur de la compétition très haut niveau comme le K1. Et on se rend compte que derrière, tu as de la transversalité dans tout ce que tu fais maintenant. En fait, tu n'es jamais vraiment débutant en fait. Peut-être, toujours les qualités physiques ont été entretenues, puisqu'après, même quand je n'avais pas la possibilité de faire de la compétition ou d'être orienté sur une spécificité, je suis toujours resté entraîné, ne serait-ce que par l'entretien physique traditionnel, des pompes, des tractions, des abdominaux. Alors, est-ce que tous les légionnaires sont aussi transversaux que toi dans leur pratique sportive? Est-ce que, globalement, il y a une culture dans la Légion de pratiquer vraiment et des sports d'endurance, et des sports de force, et des sports de combat, et être capable de faire un peu de tout, ou c'est quand même très spécifique à ton profil? Tous les légionnaires sont physiques. Tous les légionnaires ça se maintient, ça reste encore aujourd'hui dans les régiments opérationnels, dans les compagnies de combat, tous les mecs ont un très très bon niveau physique. Okay. Parce que la nécessité d'engager quelqu'un au combat nécessite un entraînement physique qui est poussé et d'avoir des qualités physiques développées. Ouais. Donc tous les légionnaires des régiments sont physiques. Et de toute façon, pour monter en grade et pour s'imposer, il faut être physique. Pour sortir du lot, il faut être physique. Donc tous les légionnaires des régiments opérationnels sont physiques. Voilà. Ensuite, chacun avec des qualités différentes, chacun avec un profil différent qui va évoluer différemment. Mais de base, tous les légionnaires sont physiques. De toute façon, dans les formations ensuite qui suivent, ne serait-ce qu'un peloton de caporal pour accéder au premier grade de commandement, l'entraînement est quand même poussé. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a toute la formation militaire à côté qui est le plus gros pavé, mais tous, ils ont des tests avec une marche commando qui correspond à 8 km avec un sac à 10 kg, casque, armement. Donc pour arriver à faire un chrono performant par rapport au barème, il faut qu'il y ait un travail foncier de course à pied derrière, d'endurance fondamentale. On ne peut pas passer d'un non-coureur à quelqu'un qui va faire une marche commando, c'est pas possible. Il y a toute une mise en ambiance. Ouais, de toute manière, il y a des prérequis organiques en fait. Il faut courir régulièrement. Pour ça que le sport de base à l'armée, c'est la course, parce que ça travaille l'endurance généralisée qui permet ensuite de prendre l'option sur un autre sport. Il y a ensuite le parcours d'obstacles, il y a la natation, il y a le grimpé de corde, il y a le renforcement musculaire. Donc il y a tout un tas d'épreuves qui a un barème et ça permet de faire un classement et d'avoir une condition physique de tous les individus. Est-ce qu'il y a un profil un peu type? On dirait que toi, avec tes 80 kilos à peu près, c'est ça? Là, aujourd'hui, je suis à 84. Donc 84 kilos, tu mesures 1m80, 76. 1m76. Ah, je te voyais plus grand, c'est le Bernard. Ouais, avant j'étais 1m78, à la dernière mesure médicale, j'avais 2 cm de moins. Ah mince, c'est à cause peut-être de ton opération du coup? Alors, à mon prime, apparemment, j'étais à 1m78. Et en fait, quand tu passes les visites annuelles médicales, très souvent, on te passe à la pesée, mais souvent l'infirmier reprend la mesure d'avant. Et là, l'autre fois, je suis passé, et finalement, le mec me met à la mesure, 1m76. Alors, est-ce que j'ai eu un tassement de l'ensemble du corps? Est-ce qu'au moment de la journée, etc. Mais ouais, j'ai un petit rétrécissement. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est un peu le profil sur 1m78, 1m80, 1m82, peu importe, tu vois, 80 kg, 85 kg, est-ce que c'est un peu le profil type du légionnaire opérationnel transversal? Ou est-ce qu'on a des lourds, des légers, En fait, tu as de tout, parce que dans une section, il faut de tout. Il faut de tous les profils, parce que les missions vont être différentes. Il va falloir des mecs qui défoncent des portes, d'autres qui rentrent dans des bus, il va falloir des gabarits plus petits. Il va falloir des mecs qui escaladent, donc un gabarit plus aérien et beaucoup plus résistant musculairement. Et le terme classique de l'armée, c'est le chat maigre. Ouais, voilà, je voulais en venir au chat maigre. Je voulais en venir au chat maigre. Ouais. Tout le monde le demande en fait. Le chat maigre, en fait, c'est quelqu'un qui va passer partout, qui est capable de faire des parcours, de s'infiltrer, de sortir de n'importe où. Mais avec des niveaux de force relativement élevés par rapport à son poids de corps. Oui, parce que fatalement, il va falloir escalader, monter en étant équipé. Et surtout, on va prendre en considération que, contrairement à un sportif qui va en compétition, qui est en forme et en pleine possession de ses moyens, le mec qui est engagé sur le terrain en mission, lui, ne l'est pas, parce qu'il est forcément fatigué. C'est pas, il arrive et il fait son affaire, il a peut-être des jours et des jours d'infiltration ou des jours de maintien sur une position pour faire de l'observation et donner du renseignement au commandement. Donc l'individu, il n'a forcément pas le compteur de sommeil qu'il lui faut, va pas manger correctement. Il y a un cumul de tout le stress, il y a un cumul de tout cet ensemble qui fait qu'au niveau de tes qualités physiques, tu n'es pas au prime, tu n'es pas au top, et il va quand même falloir faire la mission. Et pour pouvoir réaliser la mission, donc en fonction de ce qui se passe,
de là où il doit passer, il est préférable d'être un chat maigre. Voilà, c'est-à-dire un gabarit qui passe partout. Et le gabarit qui passe partout, en fait, de ce qu'on a pu élaborer par rapport au chrono sur les parcours différents, que ce soit une piste d'audace ou un parcours d'obstacle, c'est plutôt dans les 65 kg et une taille qui s'accompagne par rapport à ce gabarit-là, c'est-à-dire ni trop grand ni trop petit, voilà, une bonne taille moyenne de 1m70. Ah ouais, donc c'est plutôt un petit chat maigre. 1m70. Ouais, j'imaginais le chat maigre un peu plus lourd quand même, tu vois. 1m65 kg, après, quand on passe au-delà pour faire des bonnes... C'est comme un marathonien. Voilà. Au parcours d'obstacle. Le rapport poids-puissance est plus en ta faveur. Et puis, on le voit, par exemple, on peut faire la transposition pour expliquer aux gens, parce que souvent, ils ont des difficultés quand on n'est pas dans la branche. On va prendre le cas des sprinteurs. Entre le 100 mètres et 200 mètres, c'est des gabarits costauds. Et déjà 400 mètres, pourtant, on a juste rajouté 200 mètres et on n'est plus sur les mêmes gabarits. On est déjà sur un gabarit plus fin. Et quand on passe sur de la vitesse 800 mètres et 1500 mètres, on change complètement de gabarit. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, on peut avoir des mecs de 75 kg qui vont faire des très bonnes performances au parcours d'obstacles, des gars très puissants, très physiques, très résistants. Mais si à qualité physique égale, on a un mec de 65 kg, voire 60 kg, le chrono ne sera pas le même. Par contre, il sera peut-être un peu moins polyvalent parce que... Exactement. C'est sûr qu'il ne fera pas comme toi à 155 au développé couché. Donc, quand il faudra porter un truc... Ça, il y avait très longtemps. Mais le gars, par exemple, qui fait 1m68, 70, 60 kg et qui est très athlétique, très nerveux, résistant, au parcours d'obstacle, tu auras une super performance. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un des paramètres auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. L'entraînement hebdomadaire, il se divise comment? Du coup, vous répartissez un petit peu les sports, il y a un tronc commun, comment vous organisez ça? Alors réglementairement, le militaire a sport tous les matins, en fonction des missions. C'est de 7h30 à 9h30. 9h30, c'est reprise du travail, donc le gars, il y a sport. Après, le sport va être orienté en fonction des missions que va avoir sa compagnie ou sa section. Ok. Mais essentiellement, les sports du militaire, c'est la course à pied et le renforcement musculaire. Voilà, l'endurance et le travail musculaire. Vraiment de la PPG, il y a de la muscu, on est dans la PPG. Et il y a de la course à pied. Et s'il y a après, par exemple, une section qui va préparer un stage commando, qui va aller en formation à Montlouis, au centre d'entraînement commando, où là, va y avoir de la rusticité parce qu'il y a du terrain, il y a l'enchaînement des activités et les pistes commando. Donc il y aura plus un accès sur le renforcement musculaire des bras, notamment les tractions et les grimpées de corde. Alors il y a quand même une dimension sportive dont on n'a pas parlé quand on aborde les transferts, c'est, on sent que toi tu es fort en gym, tu es fort en sport de combat, tu es fort en sport d'endurance, rapide manifestement. C'est que des sports individuels. En sport co, ça donne quoi? J'ai joué au foot en benjamin et en minime. Okay. J'étais en équipe de foot aux écoles militaires. Et j'étais un bon ailier gauche. Voilà. Et après, donc en rentrant à l'armée, le foot, je laissé de côté. Ok. Voilà. Déjà parce que bien souvent, en fonction des missions et des activités, c'est une activité qu'on proscrit parce qu'il y a systématiquement de la casse. Il y a beaucoup de casse, ouais. Ouais. Rugby, pareil. Ouais. Parce que de base, on n'est pas des véritables joueurs. Et comme les gars sont engagés, ils veulent quand même jouer, donner le max, ça finit par des tamponnages et il y a des blessures des fois qui sont inévitables. Très accidentogènes. Ouais. Ah ouais. Voilà, moi j'ai arrêté Après j'ai rejoué au football quand j'étais dans les formations de moniteur de sport militaire, automatiquement on rejoue. Mais je donne l'exemple souvent, j'ai fait un peloton de sous-officiers qui à l'époque durait 4 mois, qui dure toujours 4 mois. Et pendant ces 4 mois, j'ai fait les 400 coups. C'est-à-dire que j'ai même cru à un moment donné, je suis incassable. J'ai fait les conneries inimaginables, départ au parcours du combattant à froid, sans échauffement, pour voir ce que je vais aller chronométriquement. On avait fait un raid, une marche, on est arrivé à Montlouis, on avait fait les pistes groupées, j'avais sauté d'en haut d'une douve, je faisais des sauts périlleux de murs et tout. J'ai fait les 400 coups tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Arriver à la corde, départ assis à l'équerre, faire des tractions en haut du portique, redescendre, des sauts périlleux, les 400 coups. J'ai rien eu pendant 4 mois. Je crois que j'ai eu une petite ampoule, parce qu'on avait une marche énorme, mais que dalle. Le dernier jour du peloton, on réintègre les pactages, on attendait les résultats l'après-midi, on fait un foot en salle dans le gymnase, le mec il me tague derrière en torse. Je suis rentré au régiment avec le strap et en boitant. Il dit, je joue plus au foot.
Parce que c'est pas moi qui me suis cassé, on m'a cassé par derrière. Tu vois, c'est le truc. Et je dis bon, et le foot à l'armée, j'ai limité. Après, j'ai repris un petit peu dans les stages de formation, mais je dis voilà, là où il y a la casse de ce type-là, je vais éviter. J'ai même l'impression qu'il y a plus de casse en foot. Je parle pas dans les sports encadrés pro, voilà. Mais quand on utilise une activité support à des fins de préparation physique ou de maintien opérationnel, j'ai l'impression qu'il y a plus de casse en foot qu'en sport de combat. J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous parler de mon école de coach. Si vous avez prévu de vous reconvertir ou de commencer un nouveau métier, eh ben coach, c'est vraiment le métier que je préfère. Évidemment, c'est le mien. Donc, j'ai fait une école de coach où on vous forme au CQP, au BPGEPS, au DEGEPS, si vous voulez un niveau beaucoup plus avancé. Et ça se passe dans 8 antennes en France, la première étant à Paris, à l'INSEP. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien directement dans la description de l'épisode. Je retourne avec le Major. Ah, mais complètement, complètement. Les sports co, on avait au régiment, c'était Noël 2000, à Calvi, on organise les challenges de sport, bien sûr, qui sont une très très grosse simulation entre les compagnies. Les commandantés veulent gagner, tous les légionnaires veulent se montrer qu'ils ont un niveau physique, c'est une compétition, tout le monde a les dents aiguisées, tout le monde veut cartonner. Et la tradition s'oriente à Noël sur des sports collectifs. Et on avait organisé un tournoi de handball. Il y a eu tellement de casse que le commandement a failli prendre la décision d'annuler la finale. Ah ouais. Il y avait de Arrêtons les frais, quoi. Ouais, alors les épaules, les coudes, les genoux, ouais. L'autre il s'était pris un coup de tête, là, il s'était fait fracturer le nez dans une percussion. C'est incroyable. On a failli annuler la finale de ce championnat Noël 2000. Failli annuler la finale du tournoi de handball. Ouais, j'ai entraîné pendant 10 ans les sapeurs-pompiers. Enfin, je n'ai pas entraîné, je formais les ESSP, les éducateurs sportifs sapeurs-pompiers, pendant 10 années. Et en fait, pendant ces 10 ans, le sport était dans le viseur du commandement. À cause de la casse. À cause de la casse. Et en fait, tout le monde se blessait au foot. Et comme ils n'arrivaient pas à faire autre chose faire autre chose que systématiquement du foot, les mecs pensaient qu'à ça. Eh ben, voilà, la filière sport s'est affaiblie à cause de cette réalité chiffrée qui était le taux de blessure en foot. Là, j'ai un exemple à donner. Là, j'ai un ami qui est adjudant. Il devait partir à Mayotte cet été en séjour, rejoindre le 5e régiment étranger, qui est devenu 5e régiment étranger cette année. Avant, il s'appelait le détachement de Légion étrangère à Mayotte. Ok. Et il devait partir en séjour, donc là, au mois de juillet. Il a joué au foot dans le cadre d'un championnat des clubs sportifs et artistiques de la Défense, fracture du tibia. Donc ils l'ont opéré. En plus, des fois, c'est pas des petites entorses, quoi. Des fois, c'est vraiment du sale. Non, là ils l'ont opéré. Donc, ce qui a eu, fatalement, il y a eu un déplacement osseux. Donc, ils l'ont opéré. Et séjour annulé, il ne part plus. Donc, tu vois, voilà une mission qui s'est annulée sur une mission de longue durée pour 2 ans. Donc, à la question, est-ce que les sports collectifs sont populaires dans les légions? La réponse est non. Donc. On en fait quand même. Il y en a quand même un peu. On en fait. Tous les challenges, il y en a. Dans les régiments, il y a toujours des clubs sportifs où ils le pratiquent. Donc c'est vrai que des fois, c'est proscrit par rapport au départ en mission et des activités, mais ça reste quand même. De l'autre côté, tu as des valeurs collectives qui sont quand même utiles dans votre métier. Il faut le faire parce que ça fait partie aussi de la cohésion des personnes entre eux. Ils jouent entre elles, ils apprennent à se connaître différemment. Ça crée toujours une source d'émulation, de cohésion et d'état d'esprit collectif. Donc le jeu par le sport collectif a quand même une importance dans l'incidence de la formation du soldat. J'avais l'impression que les tests d'entrée dans la Légion devenaient un petit peu plus abordables sur les dernières années, un peu comme tous les tests physiques de tous les corps et tous les métiers. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité, ça? C'est une réalité. Donc en fait, le niveau physique d'exigence va plutôt être tiré vers le haut après dans le parcours et dans les étapes de vie en fait du légionnaire. Oui, après il y aura la réalité qui va l'entraînement et la formation. En fait, c'est un phénomène de société aujourd'hui. Alors il y a je l'ai dit dernièrement dans un podcast, je crois, il y a un paradoxe, c'est que les athlètes il y a des records qui sont de plus en plus forts, de plus en plus importants. On se demande même comment ils vont être battus, et puis ils arrivent encore à être battus. Et par contre, la masse de la société, le niveau physique a régressé. C'est-à-dire que l'armée a quand même elle aussi besoin de recruter, donc elle a dû s'adapter et voir à la baisse ses barèmes de départ. Sinon on n'a plus personne à force. Et du coup, par contre, on raccroche les wagons après par de l'entraînement
Ah bah après, quotidien. les gens sont dans le bain, ils sont entraînés justement avec une progression pour retrouver un niveau et faire les activités. On constate quand même, contrairement à d'autres métiers, enfin, moi pour croiser les légionnaires assez régulièrement quand même, notamment l'INSEP, où on voit que ça reste quand même des gens qui pratiquent intensément le sport quand même. Non, et puis de toute façon, la Légion étrangère recrute des... En fait, les unités d'élite attirent de base des gens... Déjà, à profil. À profil, voilà. Ouais. Ne devient pas GIGN qui veut le devenir. Il faut avoir des qualités de base. Voilà, pour le gars qui va présenter le GIGN, il sait déjà qu'il a des qualités physiques. Bien sûr. Voilà. Pareil, si on parle de l'unité d'élite, comme les commandos marines, les commandos Hubert, les nageurs de combat ou le premier RPIMA, ce sont des gens qui, de base, avant de rentrer à l'armée, ont des qualités physiques qui sont développées et qui pourront se permettre de prétendre à ces unités-là. Et à la Légion étrangère, on est un peu dans le même principe, c'est que les gens qui viennent ont déjà un potentiel physique qui est développé. Ok, donc on voit comment on arrive là, comment on a cette culture de la PPG, de l'efficacité à 360 dans l'entraînement, le lien entre le corps et l'esprit, ça me parle beaucoup, c'est des choses qui sont très transférables, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le sport de haut niveau ou dans l'entraînement sport-santé. Choses dans lesquelles je me reconnais énormément. Le deuxième thème que je voulais aborder avec toi, en conséquence de ça, c'est la réalité que tu as pointée du doigt tout à l'heure, qui est très différente pour le coup du sport de compétition, c'est que on ne choisit pas vraiment le moment où on est en forme, où on va être envoyé en mission, ça va, ça vient. On ne choisit pas l'état de forme dans lequel on va être en mission et de la fatigue de la durée de la mission au préalable, donc on est face à une réalité opérationnelle qui est celle qui nous sera imposée. C'est pas une finale de la Ligue des Champions qui est programmée sur TF1, c'est pas une finale olympique qui est programmée, qui reste un défi différent, mais du coup là il n'y a pas d'affûtage possible, il n'y a pas de pic de forme à un moment donné avec un sommeil parfait, une maîtrise de la nutrition, tout ça. Comment vous gérez votre récupération et votre charge au quotidien pour être dans les meilleures conditions de progrès, mais néanmoins être disponible pour n'importe quoi, n'importe quand? Alors pour répondre par étapes, déjà dans un premier axe, on ne demande pas la performance max, comme ça peut être pour un athlète. Il faut qu'il soit au top, au sommet de son art le jour J. Le militaire, on va lui demander d'être très complet. Donc on sait que par cette complémentarité-là, il n'y a pas de possibilité d'avoir un pic très élevé dans une discipline. Ou dans... Une sorte de règle du 80%, quoi. T'en gardes toujours un petit peu sous le pied. Il y a toujours un peu sous le pied. Et puis, comme il n'est pas entraîné de manière spécifique dans une discipline, il n'a pas un max ultra pointu. Par contre, il va être bon partout. Voilà, et c'est ce qu'on lui demande, parce que pour accomplir sa mission, il faudra qu'il soit bon partout. Après, s'il a un point où il est très fort, exceptionnel, parce que ses qualités le font qu'il est comme ça, tant mieux. Mais on va demander qu'il soit généralisé sur l'ensemble. Et si tu veux, il y a tellement de disciplines dans l'armée, tellement d'axes à travailler, que c'est impossible d'être très fort dans un axe parce qu'il y a trop de temps qui est imparti dans les autres disciplines. Ce qui fait un développement généralisé. Difficilement d'avoir un point de pic quelque part. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour venir à la deuxième chose, la récupération en elle-même, en fait, ça rentre dans la préparation. Pareil, il n'est jamais au top physiquement, il n'est jamais au sommet de son sommeil, mais ça rentre dans les qualités là qui viennent de la rusticité. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas en pleine possession de ses moyens, il n'a pas eu tout ce qu'il faut de manière adéquate par le sommeil, par la nutrition, mais d'un point de vue rustique, il est quand même capable de remplir la mission. Ouais, c'est intéressant. Pour faire un truc très basique, on va prendre l'exemple de la marche commando qu'on parlait tout à l'heure, là, le 8 km équipé complet. Un gars en pleine possession de ses moyens, il va faire un très bon chrono, il va faire 38 minutes. Voilà, il est en pleine possession de ses moyens. Ce gars-là, aujourd'hui, il est fatigué, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il n'a pas de jus, etc., voire il est un petit peu blessé. Il va devoir se déplacer d'un point A à un point B pour accomplir sa mission. Il n'y aura peut-être pas 8 km pile, il n'y aura peut-être pas toutes ces qualités qui sont là, mais il va quand même se déplacer, il va quand même aller dans les temps. Il va peut-être y aller en 50, 55 minutes, mais il va quand même y aller. Ouais, on n'est plus à 5 minutes près, mais il va quand même le faire. Il doit le faire. En fait, on va lui demander à l'entraînement de faire ce 8000 avec un chrono, avec un barème, pour l'emmener au maximum de ses possibilités physiques et psychologiques. Savoir que lui, il est capable de faire ça, en pleine possession. Maintenant, il sait qu'il n'a pas toutes ses qualités, mais que moralement, physiquement, par la formation qu'il a eue, l'ensemble du stage, etc., il va quand même pouvoir aller
faire cette épreuve pour accomplir sa mission. La finalité, c'est la réalisation de la mission. Quel que soit, c'est un terme que j'aime bien à l'armée, c'est au résultat des fois. C'est-à-dire qu'on te dit d'aller d'un point A à un point B, et que tu passes par le haut, par le bas, par la droite, par la gauche, on s'en fout. Mais il faut qu'à telle heure, tu sois là-bas. Et est-ce qu'il y a une gestion de la charge particulière au quotidien, où on prend les matchs les uns après les autres, à chaque jour suffit sa peine, ou est-ce qu'il y a quand même une espèce de planification de la charge d'entraînement, voire même de la récup associée? Aujourd'hui, oui, de plus en plus. Il y a quand même une stratégie un peu rationalisée. Oui, parce qu'il y a une formation, normalement, des EPS, du commandement, qui justement permettent aux gens d'avoir une meilleure progression, ce qui à notre époque ne se faisait pas, parce que c'était vraiment, entraînement, mission, entraînement, mission. Bon, en vrai, ça se faisait pas non plus beaucoup dans les autres pratiques sportives non plus. Voilà, et c'était dans le roulement. Ouais. Et il n'y avait pas tous les développements qu'il y a eu par la suite avec la sophrologie, les TOP, les choses comme ça, où ils ont ouvert un peu plus l'aspect psychologique et la préparation psychologique des gens. Moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas tout ça. C'était on court, on marche, on part en mission, on revient, on repart. Et c'était un tel moule, un tel format que le mouvement était suivi comme ça. Ouais, parce que ça, il y a le moule, il y a la force émerge du groupe quelque part aussi. La Légion étrangère, voilà, c'est une unité combattante et en fait, il y a un fort effet de groupe, de masse. C'est une section, c'est 30 bonhommes et la section est très rarement divisée, bon, même s'il y a 3-4 groupes dans la section. Même là, on va évoluer par groupe et la section se regroupe très, très rapidement pour l'ensemble des missions. Donc il y a un effet de masse, de cohésion, de corps, un esprit de corps, un ensemble qui fait avancer droit devant. Ah, c'est intéressant. Ça, je l'ai vraiment vécu, tu vois, dans le haut niveau, pour faire un parallèle. J'ai vécu cette opposition quand j'ai travaillé en Grande-Bretagne, où là, on était summum de l'individualisme et on est vraiment centré sur un athlète et comment combler les espaces, tu vois, filling the gap, ils disent, et chercher les gains marginaux pour aller raccrocher tu vois, tu te concentres sur cette personne-là et mettre tout le cocon de favorable à l'émergence de la perf pour lui. Et la Russie, où on ne pense pas du tout comme ça, et où on dit non, la force émerge du groupe, donc on individualise très peu pour avoir cette énergie de corps qui va pousser les individualités. Et du coup, j'ai appris comme moi, j'ai pas fait l'armée, tu sais, j'ai pas eu le service militaire, 3 ans près, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais pas été confronté, en plus, je viens pas des sports co, moi, du tout, donc j'ai jamais été confronté à cette efficacité du corps, de l'énergie du groupe. Et la Russie m'a appris ça dans le haut niveau, de prendre l'ultra-individualisation qu'on a aujourd'hui en Occident, avec un peu plus de pincettes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il y a aussi d'autres leviers pour créer de la performance durable. Et c'est assez impressionnant quand même, quand on voit ça à l'œuvre, c'est spectaculaire. Donc là, on a parlé de la planification. Est-ce qu'il y a des approches maintenant un peu plus rationalisées de récupération? Vous avez carrément des salles de récup, des outils de récup, de l'électrostimulation, des bains froids, j'en sais rien, des techniques comme on peut voir dans le haut niveau, ou est-ce que c'est encore le sommeil, la clé, et puis un peu la nutrition? Alors, en régiment et en compagnie de combat, je ne pense pas qu'ils aient... Il n'y a pas de formule de ce type-là. En revanche, ce qu'il y avait eu, c'est qu'après les missions très difficiles, comme l'Afghanistan, ils avaient des sas de décompression qu'ils faisaient à Chypre. Voilà, vous avez 10 ou 15 jours de récupération. Là, ils étaient encadrés avec des séances de sophrologie, des choses comme ça. Ah, intéressant. De la récup, voilà. Des stages de récup quasiment, quoi. Ils ont eu ça durait... ils étaient à Chypre pendant 2 ou 3 semaines, je crois, ou 10 à 15 jours, je ne veux pas dire de bêtises. Mais ensuite, pour la récupération, vraiment, des bains froids, des choses comme ça, en compagnie de combat, en section de combat, non, il n'y a pas. Oui, en compagnie de combat, j'imagine. Par contre, hors conflit, en période vraiment d'entraînement pur, voilà, ils sont en phase de formation, par exemple. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas encore de stratégie individualisée ou même par petit groupe, non. Et parce qu'après, l'armée garde une certaine forme d'austérité, de rusticité permanente. Ouais, rusticité, c'est pas mal ce terme. Cette autarcie qui fait l'état d'esprit, qu'il y a du rendement, et puis la récup se fait assez simplement. Le gars, il est en permission, il fait ses activités s'il veut en faire. Mais après, ça reste très orienté axe militaire terrain. Ok.
On en vient à ma troisième partie. C'est quand même, ce que tu nous décris là est quand même très intense, très proche de pratiques de très haut niveau. Bah, on sait que le haut niveau, ça ne dure pas toute une vie. Vous, par contre, vous pouvez rester sur le terrain quand même très longtemps, surtout la Légion, j'ai l'impression. Comment on dure? Comment on se gère pour durer? Enfin, toi, quel âge t'as maintenant? 52 ans. 52 ans. 52 ans, donc le mec est plus en forme que l'immense majorité des gens qui nous écoutent. Comment tu maintiens ce niveau? Je sais qu'il y a eu pas mal de petites blessures, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau, tout simplement. Comment on se maintient en forme comme ça? Tu as des techniques particulières, des astuces? Alors même chose, tu as deux axes, tu as l'histoire des compagnies de combat, des régiments de combat, des gens qui restent en unité de combat, où là, la vie est très intensive avec beaucoup de déplacements. Moi, je suis sorti de l'unité de combat, je suis en unité dite socle. Et donc là, le rythme de vie est beaucoup moins intensif qu'un rythme des régiments de combat. Alors, après, tu t'entraînes quand même tous les matins de 7h à 9h30. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas les activités terrain ou de mission extérieure que peut avoir, mais pour le reste de l'entraînement, ça reste dans le même axe. Mais ce qui use énormément, c'est aussi les activités de terrain, parce qu'il y a le sommeil, le stress, etc. Oui, donc il y en a qui sont restés en unité de combat. Moi, à un moment donné, j'ai été sorti d'une unité de combat pour être athlète de haut niveau, donc ça a été un choix aussi en parallèle. Mais pour ceux qui restent en unité de combat, donc il y en a qui restent, mais dans le profil de carrière, en fait, à un moment donné, pour ceux qui vont rester, qui ne prendront pas la pension assez tôt, à un moment donné aussi, ils peuvent basculer en spécialité. Voilà, ce qui fait qu'il y a un rythme de vie qui est plus souple, même si ça reste tout ce qui est rigueur militaire, activité, etc. Mais il y a quand même, en fait, comme quelqu'un qui reste athlète entraîné, mais qui ne va plus en compétition. Ouais. Voilà, c'est un peu la parallèle qu'on peut faire pour faire comprendre aux gens. C'est que tu n'es plus athlète, tu fais plus de compétition, mais tu restes quand même entraîné. Tu suis quand même l'entraînement, etc. C'est un peu la même parallèle. Un genre de coach qui ne s'entraîne pas, quoi, qui serait un imposteur, ça n'existe pas chez vous, quoi. Tout le monde s'entraîne. Voilà. Tout le monde s'entraîne. Ça me plaît, ça. Sauf les gars qui ont été vraiment blessés. Non, mais bien sûr, voilà, il y a des accidents de vie ou des accidents de vie, parcours. Mais eux qui sont quand même actifs, qui sont présents, qui font le boulot. Après, on demandera moins de rendement physique parce que ils ont fait leur temps ou leurs accidents ont fait qu'ils ne peuvent plus donner de la même manière. Donc, il y a une certaine clémence qui est accordée par le commandement vis-à-vis du rendement qu'a eu l'individu. Et voilà, donc il y a deux axes différents. Il y a le côté où le gars va rester en unité opérationnelle, et là, vraiment, le rythme est intense. Alors, des fois, c'est pas forcément sportif, hein, mais c'est le fait, les missions, les départs, le stress. Ça reste une activité physique soutenue. C'est du soutenu, c'est très intensif. Physique et mental soutenu. Ouais. Et après, moi, notamment, quand j'étais athlète, par exemple, j'étais beaucoup plus entraîné et beaucoup plus performant que quand j'étais en unité de combat. Ok, oui. Parce que j'ai accès, et surtout, comme j'avais moins de missions et de terrain à faire, j'avais plus de temps pour l'entraînement. Donc ça m'a permis d'être plus performant. Ouais, je comprends. Et toi, personnellement, alors, parce que tu gardes un entraînement quotidien? J'essaye. Pas bi-quotidien, tu es un entraînement par jour? J'essaye d'être régulier entre 4 à 6 séances d'entraînement par semaine et de garder un jour de repos par semaine. Ok. Ouais. T'as arrêté à quel âge de faire 2 entraînements par jour? Tu t'en rappelles ou pas? À peu près? J'ai arrêté, en fait, j'étais pas athlète et j'étais à Calvi au deuxième. En fait, à Calvi, le régiment est très physique. À mon époque, il y avait un peu plus de 1100 bonhommes. Aujourd'hui, ils sont à 1200, 1300, je crois. Et en fait, tout simplement, tu as 950 machines de combat. Tu as 950 mecs très physiques, tout le monde court, tout le monde tractionne. C'est vraiment un rendement physique qui est très important et très impressionnant. À chaque fois que les mecs du deuxième rep vont en stage quelque part ou qui passent quelque part, on se dit c'est le rep. C'est vraiment là. Et à l'époque, en fait, c'est la compétition permanente entre tout le monde. En fait, on veut toujours être au top. Et on s'entraînait du groupe. C'est ça. Tout le monde voulait sortir du lot, mais avec un très bon état d'esprit. Donc, et on s'entraînait tout le temps. Et en fait, sans être athlète, parce qu'on n'avait pas accès aux compétitions, choses comme ça, parce que les missions du régiment font qu'il n'y a pas de possibilité, surtout à l'époque encore, je te parle d'il y a bientôt 30 ans en arrière. Hein. Donc c'est assez loin. Hein.
Et je m'entraînais 2-3 fois par jour. Mais c'était des séances assez décousues. Tu vois, le matin, c'était footing avec le service ou la section. Ensuite, on avait ce qu'on appelle, nous, vulgairement, l'apéritif. C'est-à-dire, avant d'aller manger le midi, on passait quelques tractions, quelques cordes, choses comme ça. Et le soir, systématiquement, je rajoutais une séance au compteur. C'est-à-dire que je faisais soit de la musculation, soit footing encore, ou j'allais nager. Et tout ça cumulé, plus les activités militaires. Et en fait, très rapidement, je suis rentré dans une forme de surentraînement, où j'étais tout le temps blessé, c'est un peu le risque de cet enthousiasme de groupe, c'est de pas faire la vraie addition. Et puis c'était culturel, c'était normal. Et puis on n'avait pas la culture de la récupération pour être plus performant. C'était non, il fallait en faire plus pour être plus performant. Donc on s'arrêtait jamais. Et là, j'ai commencé à avoir toujours des mal quelque part. Qu'est-ce qui m'arrive, etc. Des petits pets un peu partout. Déchirures musculaires. Bah, après, j'étais assez con quand même. Hein. Je veux dire, j'ai un exemple concret. Hein. À Calvi, il y avait on avait une piste d'athlétisme, 400 mètres. Et pour le challenge de Cameroun au mois d'avril, sous forme de tradition, on avait par compagnie un relais de 10 fois 400 mètres. Donc des 10 coureurs, 400 mètres. Et la compagnie qui avait gagné, voilà, c'était... tout le monde était content. Et donc tout le monde était testé avant, c'était sur la piste. Et aucune préparation d'athlétisme avant au préalable ou de sprint. Hein. On arrivait, tac. Au mental. Et je me pointe un matin, j'étais au bureau des sports, et j'arrive le matin, et il y avait une compagnie qui faisait les tests 400 mètres. Donc ma compagnie me dit sergent, on peut faire le test et tout. J'étais sergent à l'époque. Et là, j'avais couru la veille, j'ai fait des trucs et tout. Et le matin, j'avais pas envie de m'échauffer. Et il y a des pointes. Ouais, j'ai des pointes et tout. Ouais, donne-moi les pointes. Je mets les pointes, je pars pas à froid pour faire un 400 mètres. Donc, dans le premier virage, je sens un truc derrière la cuisse, mais ça m'empêche pas. Donc je finis le tour, tac, et arrivé, je secoue, je m'étais claqué. Mais j'ai quand même fini le tour, donc je me claquais deux. Et donc claquage, il fallait être con. Hein. Départ à froid sur un 400 mètres, un matin comme ça. Et donc en fait, j'ai commencé à avoir pas mal de blessures comme ça. Et toujours un truc. Et un soir, un copain, là, il me dit « Ouais, j'ai un rendez-vous chez un médecin en ville, tu peux m'emmener ?» Sa voiture était en rade, donc je l'emmène. Et c'était un médecin qui prenait 100 rendez-vous, comme ça. Donc bon, je dis « Tiens, je vais enchaîner derrière, comme j'ai mal là, j'ai mal là. » Et j'explique, voilà, j'ai mal un peu partout. Il me dit, déshabillez-vous, vous avez mal. Et il me regarde, et j'étais assez costaud à l'époque, je faisais pas mal de musculation, j'étais à 85-86 kilos. La culture, quand même, à Calvi, on faisait pas mal de muscu. Et il me regarde, il me dit, vous êtes bien costaud, vous me dites, vous prenez quoi? Je dis, non, je prends rien et tout. C'était toujours le peur du dopage et tout. Ouais, bien sûr. Je dis, non, moi, je prends rien et tout. J'étais judoka quand j'étais jeune, je fais de la musculation. Je dis, bon, ok, mais ça me paraît suspicieux. Et j'explique mon cas. Je dis, voilà, je m'entraîne, je suis mal quelque part. J'explique mon cas. Il dit, écoutez, je pense que vous êtes en surentraînement, à faire une analyse de sang. Donc, il fait faire une analyse de sang. Que je remets l'analyse de sang, c'était marquant. C'était le taux de créatine phosphokinase, la CPK. Il y avait le taux donc en fourchette basse, fourchette haute. Et moi, j'étais carrément en dessous de la fourchette basse. Complètement en dessous. Il m'a dit, voilà, vous êtes épuisé. Il m'a dit, si vous continuez, vous risquez d'aller à la casse, c'est une très grosse blessure, il vous faut... il me met un traitement en vitamines, c'est lui qui m'a fait la composition de vitamines à faire par la pharmacie, et il me dit, là, il vous faut au moins 4 semaines de repos sans rien faire. Vous faites rien. Rien faire, c'est pas possible. Je suis moniteur de sport au régiment et tout. Il m'a dit, écoutez, il faut vraiment limiter, votre corps a besoin de repos, vous allez vous casser. Donc là, donc, j'ai limité complètement, j'ai arrêté toutes mes activités à moi. La muscu le soir, les... T'avais quel âge là? J'avais, c'était en 2001, donc j'avais 29 ans, 30 ans. Voilà. Et là, donc je stoppe tout, et j'ai arrêté, et j'ai fait une séance par jour. Et j'ai mis un jour de repos par semaine. Et là, je suis reparti comme une bombe. Je suis reparti, et j'ai suivi ce canevas-là, même en étant athlète de haut niveau. Parce qu'en fait, j'étais athlète, mais je n'avais pas le statut d'athlète. C'est-à-dire que j'étais légionnaire la journée et j'allais le soir à l'entraînement. Ouais. Donc des fois, je finissais l'entraînement tard, comme l'entraînement des clubs, 21h, 21h30. Et le lendemain, à 7h15, 7h30, j'encadrais une séance où je devais faire les démonstrations au parcours, courir avec les gens, etc. Donc j'étais obligé des fois d'alléger ma séance du soir parce que j'avais une activité le lendemain pour pas justement me blesser, etc. Et j'ai suivi ce canevas-là et j'ai réussi à être athlète de haut niveau avec ce canevas-là. En repassant sur une séance par jour. Ouais. Un jour de repos par semaine
et j'ai duré comme ça. Et quelquefois, quand j'étais en préparation des championnats du monde, je faisais une petite séance supplémentaire, donc je montais dans la semaine à 8 à 10 séances par semaine, mais c'était des séances un peu légères. Des petits footings, shadowboxing, tu vois, pas grand-chose, juste pour maintenir le poids, choses comme ça. Mais ça a été très ajusté sur courte période. Ouais, pour moi, il y a un tournant autour des 30 ans, hein, quand même, où il faut modifier un peu. Alors, des fois, pour certains, c'est 28, pour d'autres, c'est 35. Enfin, ça dépend aussi le volume que tu as encaissé avant, ça dépend ce que tu fais comme sport, etc. Mais il y a un tournant à ce moment-là de la vie, là, où il faut ajuster, j'ai l'impression, un peu la manière de s'entraîner. Tu vois, on a moins besoin de volume pour un même résultat, pour une même satisfaction personnelle. Et si on persiste dedans, effectivement, on commence à s'étioler un peu. Moi, je l'ai vécu, ça, au tournant des Jeux de 2012. Et écoute, à ce moment-là, je dois avoir 30 ans, 31 ans. Et une année très très difficile. Les Jeux, voilà, c'est l'année des Jeux, donc en plus, moi, je m'entraînais avec les athlètes, hein, 2 fois par jour, voire 3 aussi, un peu comme toi, de manière complètement absurde aussi. Je pouvais être capable de faire 2 séances de force dans la même journée, 2 séances lactiques dans la même matinée. En fait, en fonction de qui venait, je faisais la séance avec. Ouais, donc je suivais le rythme. Chemin de la casse. Effectivement, pendant un moment, ça marche. Et à un moment donné, tu empiles des couches avec d'autres couches, quoi qu'il arrive. Puisque en fait, tu vis à crédit. Exactement. Tu vis à crédit. Et tu ne le sais pas encore. Tu sais pas encore, tu continues à dépenser, En plus, une année de perso difficile, j'enterre mon père, je me sépare, enfin, il y avait plein de choses compliquées. Et là, je me suis fait ce que je moi auto-diagnostiqué comme un surentraînement, comme un surmenage, hein, je pouvais plus toucher une barre de muscu. Je prenais la barre, elle me faisait mal, quoi. Tu vois, en psychologie du sport, il y a un courant. C'est le courant de Weinberg et Gould, qui est un super bouquin que je recommande, qui s'appelle, en français, c'est l'encyclopédie de la prépa mentale. Weinberg, il dit le surmenage en psychologie du sport, c'est une motivation qui a mal tourné. Et je trouve ça assez intéressant comme approche, parce que c'est de dire, à un moment donné, on a tellement brûlé consumer la bougie par les 2 bouts, exactement, que ça se rejoint, et là, ça explose. Et en fait, moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je suis mis au repos, un peu comme ton médecin t'a mis au repos, et j'ai revu complètement mon mode d'entraînement sur 1 fois par jour. Et le cycle d'après que j'ai fait avec la Russie, j'entraîne beaucoup plus intensément, beaucoup plus qualitativement, mais 1 seule fois par jour, avec une séance de mobilité le matin quand même en plus. Ouais, mais qui n'entame pas le potentiel physique. Donc, qui n'entame absolument, au contraire, qui l'entretient et qui le régénère même, j'ai l'impression. Et là, je suis reparti comme toi, comme un coucou, quoi. Et depuis, je fais ça. Et aussi, tu as une séance de sport par jour. 1 séance par jour. Ouais. Et tu fais tous les jours, comme toi, 4 à 6 fois par semaine. Ah voilà. Ouais, exactement pareil, au moins un jour de repos. Et ça te convient? Et ça me convient très bien. L'idéal, vraiment, pour moi, c'est 6 fois semaine, 1 jour de repos. Ça, c'est vraiment le top. Là, je suis content. Et tu vas me dire après, toi, comment tu alternes les contenus, mais moi, j'aime avoir 2-3 séances de force, ou de musculation, on va dire, 3 séances qui me permettent de me sentir fort, 1 ou 2 séances de cardio pur, et 1 ou 2 séances de jeu, de loisirs. Donc cardio pur, ça peut être de la natation, tu vois, j'ai nagé hier par exemple, ou de la course à pied. Ça c'est facile parce qu'en fonction de mon emploi du temps, je peux même faire mes réunions en courant un peu, tu vois, sur de la basse intensité. Et j'ai besoin quand même de séquences, tu vois, où je joue, quoi, tu vois, où je fais un peu de combat, un peu de sport co, un truc où on s'amuse, quoi. D'accord. Toi, tu répartis comment? Alors, actuellement, je répartis, j'ai pas d'objectif particulier, parce que j'ai été opéré des cervicales suite à une névralgie cervico-brachiale. Donc je remonte la pente, j'ai perdu beaucoup de force dans le bras droit, donc pour un droitier embêtant. Ouais, j'étais à moins 25% de force, et surtout j'avais perdu, le deltoïde antérieur avait totalement fondu, le biceps aussi, et j'avais plus de brachial antérieur au niveau du bras, fondu complet. Ouais. Et l'avant-bras commençait à diminuer. Donc en fait, l'opération a permis de décomprimer les nerfs. Et je suis en reprise un peu de force et de volume. J'ai pas tout repris encore, malgré que ça fasse 2 ans. Bon, après, je fais pas que de la musculation. J'aurais peut-être plus maxé sur vraiment de la muscu pure, mais j'aime bien aussi un peu tout faire.
Donc je remonte la pente, j'ai repris un peu de force, de volume, ce qui m'a permis de reprendre du poids aussi. Donc n'ayant pas d'objectif, parce qu'à un moment donné, avant cette opération-là, comme j'avais été opéré des yeux et que j'avais plus accès à la boxe en compétition, je n'ai pas pu reprendre, je voulais basculer en grappling. Donc j'étais dans un club de MMA et je faisais un peu de grappling 2-3 fois par semaine. Et je marchais assez bien, comme j'étais ancien judoka, lutteur. Tout de suite, tu as pris du plaisir. Ouais. Voilà, c'était, je tournais assez bien dans les clubs et tout, ça se passait bien. Et par contre, quand je commençais à avoir la baisse de force, de volume, donc là j'ai arrêté d'y aller parce que je voulais pas risquer une surblessure, péter en plus un muscle moins fort, forcer bêtement. Et depuis que j'ai été opéré, je suis pas, malgré que j'ai l'aptitude médicale pour retourner, je suis pas retourné parce que je manque encore de force. Donc le kiné, lui, me conseille d'y aller, me dit tu peux y aller, tu peux retourner, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que tu n'as pas encore les bons repères. C'est la différence entre, tu sais, on appelle ça le return to play, tu peux retourner jouer, mais le return to perf, il en manque un peu pour revenir à ton niveau de perf d'avant. Je devrais y aller quand même parce que pour reprendre ne serait-ce que la gestuelle, les réflexes, les automatismes, il faut les la bons sparring, mobilité. qui vont prendre soin de toi. Mais comme quand tu vas en club, quand c'est le moment des sparring, les mecs ils veulent gagner et moi je suis pas au top encore. Major Gérald, oui. Ça je sais pas, mais c'est le moment de se taper. En fait, ça finit en séance de muscu pour moi parce que moi je me prends au jeu, tu vois. Donc ça finit que j'ai pas travaillé, j'ai pas progressé. Donc et sincèrement aujourd'hui je manque de temps parce qu'entre le travail, la famille, tout ça, je manque de temps pour aller en club. Mais j'aimerais reprendre en club, tu vois, même si j'ai pas tout repris en force, pour au moins retourner, parce que c'est des choses qui se perdent très très vite. Donc aujourd'hui, tu fais quoi, un mix cardio-muscu quoi? Ouais, voilà, donc je me rends sur 6 séances par semaine, je mixe des séances entre sac de frappe, muscu, cardio. Voilà, je cours beaucoup moins, parce que depuis les piqûres Covid, j'ai des inflammations du genou et des tendinites. Les piqûres Covid, si je pouvais revenir en arrière, je ne les fais pas. J'ai inflammation des genoux quasiment dans la foulée et tendinite des quadriceps, qui vont et qui viennent. Alors, des fois, je peux courir un peu. Alors, j'ai jamais été un immense coureur de longue durée. J'ai jamais trop apprécié ça. J'étais plutôt fractionné, la haute intensité. Et les parcours. Voilà, sauter, tout ça, courir, les franchissements, etc. Ça m'a quand même limité sur ces activités-là, mais j'essaye de conserver le cardio avec de la corde à sauter, du rameur, des choses comme ça. Ce qui me fait une semaine assez complète. Tu alternes un jour muscule, un jour cardio ou tu mélanges un peu tout? Alors des fois j'alterne et des fois je mixe. Voilà, par exemple, je fais un peu de sac de frappe et après je fais musculation. Où là je ferai moins lourd si j'ai fait du sac avant. Je boxe et après je fais muscu, ou des fois je fais que muscu, des fois je fais que boxe. Et des fois je fais des circuits où je mélange du cardio, de la boxe, un exercice de muscu, des circuits training que j'adapte pour moi, que je m'invente pour moi des fois. Voilà. Je joue au chimiste un peu. Mais ça me correspond bien parce que actuellement je suis en condition physique généralisée. C'est-à-dire que demain matin, s'il faut basculer au grappling, je peux aller faire du grappling. Alors, ça ne veut pas dire que je vais être très très bon. Mais tu te sens capable. Mais je suis capable de tourner demain en grappling. Si demain il faut faire du parcours, je peux faire du parcours. Si demain il faut boxer, je peux boxer. En plus là, en vitesse, je suis pas mal en sac de frappe. J'ai fait des exercices, j'ai bien progressé en vitesse de frappe. Alors les cycles que je me suis fait, les exercices que je me suis fait, m'ont bien profité. Est-ce que ça va durer dans le temps si je ne le continue pas, que tu regresses un peu? Ça, je le verrai, mais je vais essayer de maintenir. Actuellement, en vitesse de frappe, je suis vraiment pas mal, je trouve. Ok, tu as repris des bonnes sensations Ouais, je trouve. Même en vidéo, quand j'ai regardé, j'ai demandé à mon pote qui a fait le montage, j'ai dit, t'as accéléré la vidéo? Il me dit non, je l'ai laissé tel quel. Ah putain, je suis fort, trop bien. J'étais content. Non, parce que je vais le voir, ça fait un peu vantard, mais écoute, j'étais le voir, un peu d'autoplébiscite, ça fait du bien. T'as accéléré la vidéo là? Il me dit non, j'ai laissé tel quel. J'étais content. Et donc voilà, là ça va à peu près. Et j'essaye de maintenir ce rythme-là. Voilà. Et si après, je ne sais pas de quoi sera fait demain ou les possibilités de demain, mais si je dois m'orienter sur du parcours ou du grappling ou du JJB, je peux prendre ce secteur. Ouais, tu te sens capable de faire tout ça? Carrément. Ok, super. Après, est-ce que je serai performant par la suite? De la vraie PPG, tu fais. Mais alors, c'est marrant, tu disais, tu fais la muscule plutôt après le cardio? Ça dépend. Ça dépend. Pas de règle. Si je veux faire un peu lourd, je fais que muscu. Okay. Voilà. Alors, avec la névralgie, j'avais énormément baissé en force.
Et là, j'ai réussi à repasser en série au développé couché à 100 kg. Voilà, j'ai refait la dernière fois, j'ai fait des séries de... J'ai fait 1x5, 1x4 et 3x3. Après, j'ai refait une séance avec 7x3. C'est beaucoup moins bon qu'avant, mais si tu veux, j'ai quand même eu la satisfaction de passer. Et en série à 90, je suis pas repassé à 6x6 avec 2,30 de récup. Ouais, on revient sur des barres respectables. Ouais. Ben, après, décevant moi, par rapport à ça ce me que tu faisais déçoit avant. parce qu'avant, Ouais, je faisais avant, alors pas facilement, mais je faisais 6x6 à 110 avec 3 minutes de récup. Aujourd'hui, ce serait impossible, par exemple, malgré que j'ai repris de la force, du volume. Mais j'ai réussi à repasser 100 kg. Avant l'opération des cervicales, je ne mettais même pas la barre à 100. J'avais arrêté. On va se faire une petite séquence de pratique pour donner nos astuces. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez y voir. On va s'enregistrer ça très bientôt. Une bonne séance en pratique tous les deux pour voir comment on aménage l'entraînement de la répulsion quand le développé couché est pénalisé par une blessure. Ça va être intéressant, je pense. Et tu vois, le grimpé de corde, par exemple, j'avais énormément diminué parce que le biceps avait fondu. Ah ben... Et là, le grimpé de corde, j'ai repris, ça passe bien. Les cordes à l'équerre et tout, j'ai pu reprendre. Après, chronométriquement, je n'ai pas fait vraiment de chrono sur plusieurs cordes, mais j'ai réussi à regrimper les cordes. En force, ça y était là. J'ai réussi à rebasculer les cordes à l'équerre. Après, à un moment donné, j'avais tellement perdu que je n'essayais même pas. Ouais. Parce que je savais que j'allais dégoûter. Bon, écoute, c'est passionnant. Merci de partager tout ça avec nous de manière aussi transparente. J'espère que vous êtes régalés comme moi. J'apprends plein de trucs sur tes modes d'entraînement. Je vois énormément de similarités avec le haut niveau et des choses qu'on peut aller chercher pour le sport compétitif. Je vois beaucoup de règles de vie et de méthodologie et de bon sens et aussi de règles de prépa mentale qu'on peut appliquer sur nos lifestyles respectifs. Et je pense qu'il y a de l'inspiration à aller chercher dans ce parcours, vraiment énormément d'inspiration. Donc merci d'être venu. Si vous voulez plus de techniques d'entraînement de Major Gérald, il a écrit 3 bouquins, hein, c'est ça? Je dis pas une bêtise. Il y a 3 livres qui viennent de sortir, la méthode Gérald, ils ont appelé ça. Voilà, chez Deboc. Ouais. Chez Deboc, on vous met les couvertures ici. Donc n'hésitez pas à les lire. C'est issu du terrain parce que c'est vraiment ses séances à lui qu'il a compilées, ses protocoles d'entraînement qu'il a livrés dans ses 3 bouquins. Donc j'ai hâte de les tester moi-même. Et j'espère que vous nous direz en commentaire ce que vous avez pensé de ces séquences. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous parler. On vous répondra. Si vous avez des questions pour le Major, il sera là. Il répondra aussi sur le forum. Avec plaisir. Et si vous en voulez plus, il est très très actif évidemment sur les différents réseaux. Il a une chaîne YouTube qui reste quand même très dense en vidéo, dans laquelle vous pouvez vous plonger dans pas mal de ses exploits. Mais c'est surtout sur Instagram que vous le retrouverez assez facilement, où il est très actif. Écoute, tu connais le chemin maintenant, tu reviens quand tu veux. C'est un grand plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas, donnez de la force à cette chaîne, à cette émission. Partagez, likez, commentez. C'est le nerf de la guerre. Allez, à bientôt.